Fidèles du Gabonese Diaspora Show, bonsoir et bienvenue dans ce 4e épisode ayant pour thème la filière d'ingénierie en construction et environnement. Je me présente Nelly, étudiante en relations publiques à Rosebank au niveau de Pretoria. Également présentatrice, ou du moins l'une des présentatrices de l'émission TV Elam TV, qui est une émission déjà gabonaise, faire le relais de l'actualité africaine, diffusée tous les samedis à partir de 18h, et un petit détour diffusé tous les lundis à partir de 18h également. Le Gabonese Diaspora Show of South Africa est une plateforme créée pour aider l'étudiant gabonais. Il contribue aussi à l'orientation des étudiants, du moins des élèves de classe de terminale, et valorise nos compatriotes professionnels exerçant sur le territoire sud-africain. Le show est organisé par le groupe Goma United à la tête de l'association des étudiants gabonais de Johannesburg et la structure d'envoi d'argent est l'Express. Alors, le show rassemble tous les jeudis 2 étudiants et un conférencier pour une séance questions-réponses de basique. Voilà. Mais il peut également arriver qu'il y ait un 3e invité, du moins un 3e étudiant, comme c'est le cas ce soir. Alors, je ne sais pas si au niveau de la régie, tout le monde est prêt pour pouvoir commencer et débuter avec les présentations avec Monsieur Audrey. Bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Audrey Masson, étudiant à l'université de Johannesburg, spécialement en management et transport, et plus dans le domaine de freight. Yann Daniel. Est-ce que Yann Daniel est là? Non. Ok, Johan. Johan. D'accord, on va passer alors avec le conférencier qui est ni plus ni moins que Monsieur Eliezer Goma. Monsieur Eliezer Goma. Oui, je suis là, vous m'entendez? Bonsoir. Je veux me rassurer que vous m'entendez. Ok, parfait. Très bien. Ok, merci. C'est un privilège pour moi de me retrouver de l'autre côté de l'écran, voilà, à la place de ceux qui répondent aux questions ce soir. Donc, s'il fallait me présenter rapidement, je suis Eliezer Ngomat Mukubungu. Je suis gabonais, ingénieur en urbanisme. Je travaille pour un cabinet privé ici qui s'appelle Edward van der Linde & Associates. C'est du côté de Randburg à Johannesburg. Et je suis également un jeune entrepreneur, notamment dans l'industrie du transfert d'argent et également dans le fret aérien. Donc, c'est un peu ça pour la petite histoire. Je suis plus spécialisé dans la conception de zones urbaines. J'aimerais savoir si Johan nous peut déjà présenter. Est-ce qu'il est là avec nous? Yann? Bien, il me semble qu'on a perdu Yann et peut-être notre présentatrice aussi. Ok, qu'à cela ne tienne, je pense qu'on va devoir avancer. Audrey, il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Je pense que l'essentiel a déjà été dit.
Ok, je vois Nelly qui revient. Oui, je suis là, désolée. Alors, Yann et Johan ne sont pas avec nous, donc on va devoir continuer avec vous deux simplement. D'accord, il n'y a pas de problème. Ça vous va? Ça marche de mon côté. D'accord. Alors, avant de débuter avec la séance questions-réponses, je tiens à rappeler que des groupes WhatsApp ont été créés dans les filières d'information technologie, comptabilité et finances et relations publiques. Alors, pour tout étudiant désireux de faire partie de ces groupes WhatsApp, ils peuvent simplement se rapprocher de l'association des Gabonais de Johannesburg. Aussi, nous demandons à tous les étudiants de s'enregistrer au database de l'association et surtout de partager le live pour aider justement tout un chacun, pour aider ces étudiants qui se posent certainement des questions par rapport justement à la filière que nous allons aborder aujourd'hui, qui n'est autre que l'ingénierie en construction, et environnement. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec vous, Monsieur Audry, pour votre première question. Ok, d'accord. Monsieur Elisa, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Ma première question est la suivante, puisque vous êtes un expert un ingénieur, je veux dire, en construction, disons. Quelle est la relation y a-t-il entre l'urbanisation et le transport? Et pensez-vous qu'on peut parler l'un sans l'autre? Bien, merci déjà pour cette question et préciser que je ne suis pas ingénieur en construction, mais en urbaniste. C'est vraiment différent, l'urbanisme. Okay. D'accord. Donc, bien, il existe une relation d'ailleurs très étroite entre l'urbanisation et le transport, ou dirais-je même une relation intime, s'il faille prêter mot à un célèbre urbaniste français, Michel Gérard. Donc, en effet, on constate que la force de croissance urbaine ou l'urbanisation est d'autant plus importante lorsqu'il existe des liaisons routières pour le transport, bien évidemment. Et quand celles-ci sont manquantes, naturellement, on remarque un faible taux de croissance urbain ou d'urbanisation. Je prends donc par exemple le cas de Libreville. Libreville qui est notre ville, une capitale du Gabon, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas. Il nous souviendra que lors de la colonisation au milieu du 19e siècle, nos amis de toujours, les Français, dans l'optique d'acheminer nos ressources vers leur pays, ont toujours eu besoin d'utiliser nos côtes. Et naturellement, ils ont donc dû faire des voies de transport, que ça soit par la route ou par voie ferrée. Et nos populations, donc, qui autrefois vivaient chacun dans son coin, comme on dit, se sont vus tous attirés vers l'activité économique qui était en boom en ce moment, et d'où la formation des premières villes, grandes villes, et après, le maximum se sont retrouvés vers les villes côtières, notamment Libreville et Port-Gentil. Donc, nous constatons là d'ailleurs que les moyens de transport ont été à l'origine donc de l'exode rural qui a amené l'urbanisation des villes du Gabon, notamment Libreville et Port-Gentil. Donc voilà déjà en entrée de jeu comme ça une relation très étroite. Mais je vais donner un autre exemple. Bon, j'imagine quelqu'un me dira peut-être, ouais, Libreville, est-ce que Libreville est urbanisé? Oui, absolument. Parce qu'on parle d'urbanisation lorsque il y a une forte concentration de population dans un milieu précis au détriment des zones rurales. Et d'ailleurs, le Gabon a l'un des forts taux de croissance d'urbanisation, numéro 33 sur 233 pays. Donc, je voulais prendre rapidement l'exemple de Johannesburg aussi, parce que nous sommes quand même dans ce pays hôte qui est l'Afrique du Sud. Donc, vous remarquerez que Johannesburg, pour ceux qui ne connaissent pas l'historique, c'est une ville qui a été découverte de par ses ressources minières, notamment l'or. Donc, quand on va dire les colons, donc les Anglais qui étaient ici, ont découvert cet or, ils ont voulu naturellement l'exploiter au maximum.
Et là, encore une fois de plus, il fallait acheminer ces ressources vers vers les côtes pour pouvoir les acheminer ensuite vers leur pays. Et là encore, les transports ont joué un rôle important dans l'urbanisation de cette ville qui nous accueille aujourd'hui. Et on parle maintenant même de métropole en ce qui concerne Johannesburg. Donc, elle est partie d'une simple ville à une agglomération, d'une agglomération éventuellement à une métropole et peut-être dans les jours qui viendront, même une mégalopole, parce que bon, tout ça dépend du nombre de personnes, de l'afflux de gens qui viennent dans la ville. Donc en bref, vraiment en bref, les transports engendrent donc la croissance. La croissance engendre l'exode rural et l'exode rural naturellement engendre l'urbanisation. Voici un peu la relation. Ok, merci. Donc ça veut dire en gros que les transports jouent vraiment un rôle assez important surtout au niveau de l'urbanisation d'une ville, disons. Oui, absolument, absolument. On ne peut pas parler d'urbanisation sans transport, d'autant moins parler de transport sans urbanisation. Parce que s'il faille que j'ajoute 2, 3 mots, vous savez, en général, les villes se construisent de manière organique, naturellement. Pour ceux qui connaissent pas déjà l'urbanisme et qui nous suivent, peut-être rappeler rapidement un peu de quoi il est question. Voilà. Au Gabon, on parle souvent des villes comme Libreville, des villes anarchiques. Malheureusement, parce que on se rend compte de la prolifération des logements parfois pas cohérents et un manque d'organisation, un manque d'harmonie dans les constructions. Et on s'est dit, ouais, c'est une ville anarchique et tout. Mais tout ce que nous, les urbanistes, nous faisons, c'est de réguler cette croissance. Vous voyez, c'est comme un bébé. C'est comme un bébé qui grandit et naturellement, la maman doit veiller à ce que ses ongles soient coupés, doit veiller à ce que ses cheveux soient bien taillés, doit veiller à son alimentation qui change au fur et à mesure. On arrête le lait, on donne de la viande et pareillement avec une ville. Donc nous, les urbanistes, qu'est-ce que nous faisons? Alors que la ville grandit naturellement, nous veillons simplement à ce que les terrains qui n'étaient non viabilisés deviennent viabilisés. Nous veillons à ce qu'il y ait des VRD, nous veillons à ce qu'il y ait des titres fonciers, nous veillons en tout cas à ce que la ville grandisse de manière harmonieuse. C'est pour ça, moi, personnellement, en tant qu'urbaniste, je ne crois pas vraiment à ce genre de ville que j'appellerais ville artificielle, où l'on se réveille un matin et l'on va dans un désert et l'on construit quelque chose et on demande à tout le monde, allez, venez y habiter. Non, non, non. Laissons la ville grandir, laissons la ville évoluer et venons, accompagnons la ville naturellement par les transports. D'accord. Alors, monsieur, de alors, je ne sais pas. Moi, je vous entends. Moi, je vous entends très bien. On doit normalement passer. Ok. Il me semble qu'elle nous donne simplement l'ordre de procéder, monsieur Audrey. Ok, d'accord. Donc, je veux juste aller à la deuxième question. La deuxième question est la suivante. Quels sont les atouts qu'un ingénieur en transport rencontre dans le monde du travail, plus précisément en Afrique du Sud? Ok, d'accord. Je pense qu'il serait bien, pour aider les internautes, voilà, les personnes qui nous suivent, de d'abord définir ce que l'on entend par un ingénieur, parce que ça peut paraître simple. Mais si vous demandez à un enfant, c'est qui un docteur? Il vous dira, oui, c'est celui qui me soigne à l'hôpital et tout. C'est qui le professeur ou l'enseignant? Oui, c'est celui qui m'enseigne à l'école.
Vous lui demanderez c'est qui Yaya Vich? Oui, c'est celui qui nous fait rigoler à la télévision. Ensuite, vous lui demanderez ben, c'est qui un ingénieur? Et là, il va un peu gratter la tête, il ne va pas forcément comprendre qui est un ingénieur. Et même des grandes personnes, vous remarquerez qu'ils vous diront oui, c'est ceux qui construisent les ponts, c'est ceux qui construisent les maisons, mais ils oublient qu'il y a également des ingénieurs dans le transport, comme ce que vous étudiez, Audrey. Donc, il est bien de rappeler que, d'une manière générale, un ingénieur, c'est celui qui, à la fois, a un pied dans la science et un autre dans la société. Donc, son rôle est d'apporter des solutions ou des techniques, technologies aux phénomènes ou aux problèmes que l'on rencontre tous les jours dans la société. Donc, maintenant, les atouts d'un ingénieur, pour revenir à votre question, dans les métiers du transport en Afrique du Sud, sont plutôt variés. Vous avez certainement remarqué que l'Afrique du Sud est un pays en perpétuelle construction, naturellement dû à l'urbanisation. Nous en avons déjà parlé, donc comme réponse au problème du réchauffement climatique, par exemple, dû à l'afflux des voitures, les ingénieurs ont proposé, les ingénieurs en transport bien sûr, ont proposé le système BRT, ce que nous appelons les Bus Rapid Transportation System. Donc, vous avez par exemple le Ria Vaya à Johannesburg, à Pretoria, on parle de Ari Yang. Donc, Ari Samai, c'est venez Ari Yang. Donc, allons-y. À Pretoria et il y a également My City à Cape Town. Donc, comme réponse à l'obésité, par exemple, parce qu'on a parlé des problèmes de la société. Donc, l'obésité, c'est un problème de la société. C'est un problème qui mine les populations. Les ingénieurs en transport ont réfléchi et ont dit, mais pourquoi pas encourager ceux qui veulent se déplacer à vélo et leur permettre d'avoir donc une voie dans nos planifications pour que l'on puisse les intégrer et qu'ils puissent également faire du sport tout en naturellement se déplaçant d'un point A en un point B. Donc là encore une fois de plus, vous voyez que ce sont des atouts d'expression qu'ont les ingénieurs en transport en Afrique du Sud, parce que c'est un pays qui, j'ose le dire, est en voie de développement parce qu'il fait partie du BRICS. Donc, c'est un pays qui est vraiment sur ce chemin de développement et qui donc encourage les ingénieurs à créer, à innover et à apporter de nouvelles solutions. Donc, vous verrez donc ces voies appropriées pour les vélos et tout autre objet que l'on peut utiliser pour se déplacer d'un point A à un point B dans des zones comme Sandton, Dorpfontein, Braamfontein. Voilà. Et maintenant qu'il y a le corona, donc on espère que vous, Audrey, vous vous préparez pour une solution pour pallier à cela au niveau du transport. Oui, bien sûr. Donc, je veux juste ajouter ceci. Je pense vraiment que les ingénieurs ont libre recours, ont libre service en Afrique du Sud et peuvent vraiment s'émanciper. Moi, je les vois personnellement comme... ça va vous faire certainement rire, les barbapapa. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de se transformer selon la situation et de s'adapter naturellement. L'autre atout, peut-être pour terminer, c'est le salaire. Le salaire, naturellement, parce qu'on ne va pas à l'école et on ne travaille pas, on n'étudie pas pour après faire du bénévolat. Donc, naturellement, un ingénieur en transport... quand il démarre et quand il se lance dans le monde de l'emploi, si c'est le chemin qu'il a choisi, il serait rémunéré en moyenne d'environ 25 000 rand. Je pense que c'est déjà un bon début, hein? 25 000 rand dès la première année. Et naturellement, plus vous accumulez de l'expérience, plus votre salaire augmente également. Donc, c'est un peu ça, tous les atouts que vous avez en tant qu'ingénieur en transport en Afrique du Sud. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Eliezer Bouma. Avant de continuer, juste rappeler aux uns aux autres, surtout pour ceux-là qui viennent à peine de se connecter, que le Gabonese Diaspora Show of South Africa est une plateforme qui assiste l'étudiant gabonais en Afrique du Sud. Il contribue aussi à l'orientation des étudiants, ou du moins des élèves de classe de terminale, et surtout valorise
nos compatriotes professionnels exerçant sur le territoire sud-africain. Alors, Monsieur Yohan et Yann ne sont toujours pas avec nous. Donc, nous allons alors passer à la troisième question, peut-être avec vous, Monsieur Audry. Il n'y a pas de problème. Je vais continuer avec la troisième question. Monsieur Eliezer, il est souvent dit en Afrique du Sud qu'il est très difficile de trouver de l'emploi. Et tandis que vous êtes un ingénieur en urbanisme. Ok. Imaginez un étudiant gabonais qui vient à peine de finir ses études en génie civil. Est-ce qu'il est facile pour lui de trouver de l'emploi ici en Afrique du Sud? Comment il fait pour obtenir un emploi ici? D'accord. Bien, déjà, vous avez beaucoup de chance si vous faites dans le génie civil parce que on en a déjà parlé lors des émissions passées. J'ai vu des compatriotes parler de cela. Vous faites partie donc intégrante de la liste des compétences critiques recherchées en Afrique du Sud. Donc, vous pouvez facilement obtenir donc ce qu'on appelle un Critical Skill Visa ou un visa de travail critique qui vous permettra donc de, par la suite, avoir une résidence permanente très facilement. Donc, ça, c'est un avantage déjà que vous avez. Donc, après vos études, il vous faut régler très rapidement votre situation d'irrégularité, naturellement vos papiers, pour vous permettre d'avoir un visa, parce qu'on ne cherche pas le travail avec un visa étudiant. Et je pense, on l'a rappelé ici, en tant qu'étudiant, vous avez 20 heures par semaine de travail. Et on n'emploie pas quelqu'un pour travailler 4 heures de temps par jour. Parce que si on dit 20 heures et qu'on travaille 5 jours dans la semaine, ça fait environ 4 heures par jour. On ne peut pas vous employer sur cette base. On vous emploie pour environ 8 heures de travail par jour. Et il vous faut donc un visa qui vous permet naturellement de travailler pendant plus de 8 heures de temps. Ah oui. Donc, après que vous ayez obtenu votre visa, enfin d'ailleurs, pour avoir ce visa critique, il vous faut faire une chose très importante, c'est celle de s'enregistrer dans votre corps professionnel. Et beaucoup de gens négligent ça. Moi, personnellement, j'appartiens au SAC Plan, the South African Council of Planners, et j'appartiens également au SAPI, South African Planning Institute. Donc, c'est deux organisations qui régulent un peu notre corps professionnel. Et je me suis enregistré avec eux quand je n'étais qu'étudiant. Je pense que c'était en 2015 que je me suis enregistré. Et donc, naturellement, oui. Non, je voulais juste savoir, donc, c'est-à-dire, une fois que je suis étudiant, je peux directement apply avec cette organisation-là, disons. Oui, bien sûr. Dans le domaine où je suis. Ça doit être dans le domaine où vous étudiez. Commencez déjà à faire des recherches. Moi, je fais du génie civil. Quel est donc le corps professionnel ou le bureau, ce qu'on appelle le body corporate, dans lequel nous, les ingénieurs en civil, on est enregistrés. Et je pense pour le compte de l'Afrique du Sud, c'est le SAICE, donc the South African Institution of Civil Engineering. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, une fois que vous vous enregistrez là, naturellement, vous avez un certificat qui vous est délivré. Et grâce à ce certificat, sans même avoir une réservation d'emploi, vous pouvez apply pour un critical skill. Une fois que vous avez eu votre visa, la prochaine chose, c'est de faire votre CV. Et là encore, je tiens à sonner, à dire à tout le monde que le CV anglophone est différent du CV francophone. Beaucoup font cette erreur et font leur CV comme papa l'aurait montré ou maman, parce que malheureusement, on n'apprend pas ça à l'université. Donc, vous demandez à tonton qui travaille à Libreville ou à tonton qui est à Port-Gentil, aide-moi à faire mon CV, je cherche le boulot et tout, et vous faites un CV à la française. Vous commencez à dispatcher ça ici et personne ne vous appelle, jamais. Et vous vous dites que oui, le travail est difficile en Afrique du Sud. L'ingénierie est recherchée, les compétences des ingénieurs sont demandées. Donc, je ne dis pas que c'est facile d'avoir l'emploi, mais je dis que vous avez plus de chances que beaucoup d'autres.
Il suffit d'abord d'avoir un très bon CV, un CV parlant. Et pour cela, j'encourage les uns et les autres de s'approcher de la Pégrace. Je ne fais pas de publicité d'une organisation, mais c'est notre organisation professionnelle des Gabonais en Afrique du Sud. Et vous avez des aînés qui sont là-dedans, qui sont passés par le même chemin que vous comptez suivre, qui pourront vous dire que voilà comment, dans ton domaine d'activité, tu devras rédiger ton CV. Voici la lettre de motivation. Voici peut-être aussi pourquoi pas les compagnies dans lesquelles tu peux apply. Pourquoi même pas monte dans la voiture, je t'accompagne, allez apply et je te donne les conseils qu'il faut. Donc c'est tout ça qu'on a besoin quand on cherche l'emploi. On ne dit pas oui, je veux me débrouiller en grand garçon et je vais aller cogner aux portes. Non, 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 on cherche la bonne stratégie. Et une fois que l'on a cette stratégie, on peut alors donc se lancer et faire du porte-à-porte. J'ai vu beaucoup qui font dans les emails. Moi-même, je l'ai fait d'ailleurs. Depuis la maison, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on envoie les emails par-ci, par-là. Il n'y a jamais de retour. Bien sûr qu'il n'y a jamais de retour. Parce que vous êtes plus de 1000 à envoyer ces emails. Donc, la personne qui les reçoit, parfois, il regarde juste. Si c'est bleu, il n'aime pas, ça passe. Si c'est jaune, il n'aime pas, ça passe. Si c'est un peu noir et blanc, il essaye de regarder. S'il n'aime pas. Donc, ils vont jamais vous prendre facilement quand c'est en ligne que quand vous êtes là à la porte de l'entreprise et vous dites je suis monsieur Audrey Mensah et je suis un ingénieur dans le monde du transport ou je suis un ingénieur civil. Voilà pourquoi voici les qualités que j'ai, les compétences que j'ai, voici mon diplôme, j'aimerais avoir une position dans votre entreprise. Ça passe beaucoup plus facile. Donc ça, c'est un conseil déjà que je donne à tout le monde. Faites du porte-à-porte. C'est vrai, c'est pas notre pays, c'est pas pareil, mais faites du porte-à-porte. Ça ne dérange pas. Mais monsieur Eliezer, le plus souvent, par exemple, un étudiant qui a fini sa licence, en Afrique du Sud, par exemple, il a terminé et le plus souvent, même quand il postule pour un emploi, le plus souvent, certaines entreprises demandent l'expérience. Comment ce jeune étudiant, après avoir terminé ses études, automatiquement, il part pour apply pour un emploi et on le demande s'il a l'expérience ou pas. Comment il fait? Et j'allais en venir d'ailleurs. Comment il fait pour avoir de l'expérience? Oui. Le problème de l'expérience, on le trouve partout dans le monde. J'ai envie de dire, l'Afrique du Sud n'est pas un pays spécial dans ce contexte. Le Gabon également fait de même. Naturellement, quand vous avez terminé vos études et que vous êtes détenteur de votre diplôme, il n'est pas toujours facile d'avoir l'emploi du coup. Ou si vous avez l'emploi du coup, ce sera vraiment un faible salaire. Et c'est là où est tout le trick, comme on dit en anglais, le piège. Il ne faut pas rechercher un salaire, un grand salaire déjà. Vous venez d'avoir votre diplôme, vous avez certainement passé des stages. Et d'ailleurs, voici encore un autre secret. L'endroit où vous avez passé les stages, en réalité, devrait être l'endroit où vous continuerez à travailler. Moi, personnellement, où je travaille en ce moment, c'est l'endroit où j'ai passé mes stages en 2016. Parce que j'ai pu donner le meilleur de moi, me faire remarquer au sein de la compagnie. Et bien que après un moment, je sois parti pour chercher mieux, je n'ai pas trouvé. Ça a été facile pour moi de revenir à la case départ et de commencer là avec le peu qu'on pouvait me donner, parce que on ne recherche pas l'argent quand on veut une formation professionnelle et quand on veut grandir et avoir de l'expérience. D'accord. Donc, si on vous demande l'expérience, dites, moi, je veux rentrer en probation, je veux rentrer en stagiaire. Je ne pense pas que pour être un stagiaire, on vous demandera de l'expérience. Et une fois que vous êtes stagiaire, vous faites vos preuves et les personnes, votre hiérarchie remarquera éventuellement et se dira, ben, il mérite d'avoir une promotion. Donc, c'est aussi simple que ça. Pas si simple, mais avoir le boulot en Afrique du Sud, c'est possible. Il y a beaucoup qui l'ont eu. Et aussi peut-être ajouter, pourquoi pas, qu'il n'y a pas que l'emploi. Il n'y a pas que l'emploi, il y a l'entrepreneuriat.
Voilà, il y a également l'entrepreneuriat. Nous sommes au 21e siècle. Il ne faut pas avoir honte d'être un ingénieur en génie civil et d'avoir un lavage de voiture. Parce que l'on ne voudrait pas, on ne voudrait pas se mettre là en exergue dans les rues et on va se dire, d'accord, moi je suis un ingénieur, j'attends le bureau ou j'attends... au Gabon, il y a quelque chose qui règne là, on appelle ça attente de poste budgétaire. C'est tout le monde qui est en attente de poste budgétaire, mais dans l'entretemps, ne peut-on pas laver des voitures? Ne peut-on pas aider à débrousser derrière les maisons des gens? Ne peut-on pas monter quelque chose avec des amis? Voici quelque chose qui serait un peu plus meilleur d'ailleurs que chercher l'emploi. S'associer avec des collègues, des camarades de classe avec qui on a fait des études et s'associer et faire une entreprise, un cabinet de consultation par exemple. Exact. Donc, c'est toutes ces choses qu'il faudra regarder lorsqu'on cherche l'emploi en Afrique du Sud et ne pas être focalisé sur une compagnie. Si elle ne me prend pas, je ne travaillerai pas. Vous allez rester pendant très très longtemps au chômage. Ok, merci. Gabonese Diaspora Show, organisé par le groupe Oma United en collaboration avec la compagnie d'envoi d'argent L Express Finance. Le show a pour objectif d'assister l'étudiant gabonais en Afrique du Sud, d'orienter les élèves de classe de terminale et de valoriser nos professionnels exerçant sur le territoire sud-africain. Alors, je ne sais pas si au niveau de la régie, nous pouvons déjà avoir M. Yann Daniel et Johan. D'accord, toujours pas, il n'y a pas de souci. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien sûr d'accord, prendre une autre question de M. Audrey Mensa. La question suivante, M. Eliezer, selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels un ingénieur en génie civil est souvent le plus confronté? Nous parlons du contexte sud-africain ou en général? Non, parlons plus dans le contexte sud-africain et un peu en général. D'accord. Je vais peut-être plus m'appesantir alors sur le contexte sud-africain parce que c'est le contexte dans lequel, la sphère dans laquelle j'évolue. Donc, particulièrement pour avoir passé beaucoup de temps avec les ingénieurs civils, parce que comme je l'ai dit plus tôt, nous les urbanistes, nous travaillons énormément et nous avons même une matière. Lorsqu'on apprend en deuxième année, je pense, on fait le génie civil. Donc, nous sommes très étroitement liés et on travaille également avec eux pour avoir leur expertise sur certains points. Et je pense que l'un des plus grands défis, c'est au niveau des procédures. Parce que bon, je tiens d'abord à rappeler que les ingénieurs civils sont des personnes très carrées. Donc, je vais peut-être m'amuser à une petite comparaison avec un urbaniste. Vous verrez qu'un urbaniste est beaucoup plus dans l'art. Un urbaniste, c'est un penseur. Il n'est pas trop... C'est vrai qu'il fait beaucoup de sciences, mais il est beaucoup plus dans l'art. Or, un ingénieur civil, il est dans les maths, il est dans la science physique. Bon, vous allez vous rendre compte encore que un urbaniste sera diversifié dans ses points de vue, il va voir les choses en grand, dans un grand contexte. Or, un ingénieur civil, lui, sera focalisé, il sera sur le détail près, le millimètre près. Et donc, cette façon de penser-là, parfois, bloque, si je peux dire ça ainsi, la vue de certains ingénieurs civils dans le monde du travail en Afrique du Sud en particulier, en ce qui concerne les procédures de ce que l'on appelle ici les tenders. Les tenders, c'est des appels d'offres, si on peut utiliser le mot francophone, je pense, pour les tenders. Et malheureusement, les appels d'offres représentent le plus grand client des civil engineering. Parce qu'il faut préciser qu'un ingénieur civil, il travaille sur la structure, sur les infrastructures, je voulais dire.
Et les grands projets d'infrastructure, nous sommes tous d'accord que c'est l'État qui les émet. Donc l'État fait des appels d'offres et malheureusement, un ingénieur en génie civil gabonais en Afrique du Sud sera beaucoup limité d'être pris dans cet appel d'offres. D'abord parce qu'il est gabonais, naturellement, on favorise toujours le Sud-Africain, mais surtout parce que les compagnies même qui emploient je ne vais pas dire les Gabonais, mais qui emploient les étrangers en Afrique du Sud. Et ce n'est pas une polémique que je vais lancer, c'est une réalité. Et je veux le dire pour que ceux qui ne sont pas encore dans le monde du travail le sachent. Ce sont les Blancs qui nous emploient, nous les étrangers. C'est difficile, très difficile de voir une entreprise de Noirs sud-africains qui emploie des étrangers. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc vous êtes employé par des Blancs. Ensuite, en Afrique du Sud, il y a un système qu'on appelle le BBBEE. Ils appellent ça le Based Black Economic Empowerment. C'est un système qui favorise les entreprises de ownership, donc d'appartenance aux Noirs. Naturellement, vous comprendrez que l'Afrique du Sud sort d'un contexte historique lourd avec l'apartheid et des inégalités fortes entre les Noirs et les Blancs. Du coup, au jour d'aujourd'hui, on favorise d'abord les Noirs sud-africains dans tout ce qui est des offres de l'État. Donc, ces entreprises de Sud-Africains blanches, enfin, je vais dire des Blancs, si je peux, sans être vraiment raciste, dans laquelle vous travaillez, n'a pas également la possibilité de facilement avoir accès à ces offres de l'État. Et donc, malheureusement, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes employé, mais il n'y a pas assez de boulot pour vous. Donc, voici un défi, le défi majeur que rencontrent les ingénieurs en génie civil en Afrique du Sud. Et surtout à ce niveau. Et après cela, il y a encore bien d'autres petits soucis. C'est au-delà de la xénophobie, hein, qui est quelque chose qu'il ne faudrait pas cacher, ça existe. Quand vous travaillez, vos confrères sud-africains ne vous aiment pas, malheureusement. On vous met les bâtons dans les roues à chaque fois et on va dire que non, vous ne travaillez pas bien, ce que vous avez amené comme plan, tout ce que vous faites n'est pas bien. Pourquoi? Parce que vous êtes étranger. Ça, nous le vivons. Et vous devez être préparé mentalement à cela si vous voulez évoluer en Afrique du Sud. Donc voilà un peu pour moi le grand défi. Maintenant, ce que l'on pouvait faire, c'est ce que vous pouvez faire, je voulais dire, c'est de vous lier d'amitié avec vos camarades de classe, des Noirs en particulier. Pourquoi? Si vous ouvrez une entreprise ensemble et que il y a 4 Sud-Africains et vous, monsieur Audrey Mensah, vous êtes à 5, cette entreprise directement est considérée comme Based Black Economic Empowerment. Donc c'est Black Owned, c'est une compagnie qui appartient à des Noirs sud-africains et donc qui a l'opportunité de s'arracher les marchés de l'État. Et vous, naturellement, vous devenez bénéficiaire de cela. Donc il faut être fort, il faut être courageux et il faut tenter. Donc c'est un peu ça les différents défis. Merci, à vous écouter. Sans vous couper la parole, monsieur Audrey, au niveau de la région, me fait savoir que c'est maintenant le moment de la pause. Moi également, j'avais justement une question par rapport à ce que monsieur Eliezer venait à peine de dire. Mais il n'y a pas de souci, je vais venir sur ma question après les 5 minutes de pause, le temps pour tout un chacun de se rafraîchir. Surtout, ne bougez pas. Ok, nous revoilà pour la deuxième partie séance questions-réponses. Et avant d'enchaîner avec vous, monsieur Audrey, donc je disais tantôt que j'avais une question pour vous, monsieur Eliezer, par rapport à ce que vous disiez. Vous avez dit en Afrique du Sud, les Sud-Africains préfèrent d'abord employer des gens on va dire les citoyens sud-africains même, à l'instar des étrangers.
Alors moi, j'aimerais savoir si vous pensez que ce système est un bon système ou pas du tout. Bien, honnêtement, s'il faille que je commente par rapport à ce système, je dirais que c'est un système patriotique. Il se fait dans tous les pays du monde. Nous n'allons pas jeter le tort aux Sud-Africains parce que au-delà des compétences, qui est un point clé pour pouvoir bien sûr employer quelqu'un, il est important également de regarder à, on va dire ça comment, à la dynamique du pays, des citoyens, parce que si il faille que l'on emploie que des étrangers, ou du moins que l'on se fie à l'expertise, parce qu'il faut quand même signifier que du fait que les Sud-Africains ont traversé une période difficile de l'apartheid pendant beaucoup d'années, et malheureusement, pendant cette période-là, beaucoup n'ont pas pu exceller dans leurs études, ils sont donc déjà défavorisés sur le monde de l'emploi. Donc, quels sont donc les mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir soutenir cette population, parce qu'elle est autochtone, elle appartient au pays, il faut bien qu'elle aussi s'émancipe sur le monde du travail. Et donc, c'est dans ce contexte que les autorités de ce pays ont préféré mettre un peu d'accent, ou du moins favoriser un tant soit peu cette population qui pendant longtemps avait été défavorisée. Je dirais que c'est un système patriotique et qui n'est pas forcément bon ni mauvais, mais qu'il est acceptable. D'accord. Merci beaucoup pour votre explication. On va passer à la 6e question, si je ne me trompe pas, de Monsieur Audrey Mensa. 6e ou 5e? Alors, la 5e? 5e, pardon. D'accord, pas de problème. Monsieur Eliezer, Oui. aujourd'hui, le monde du transport est un peu pointé du doigt sur la question des émissions de gaz à effet de serre. Et le fret urbain aujourd'hui représente, on peut dire, entre 9 à 15% des déplacements des véhicules dans une agglomération. Étant qu'ingénieur en... Vous me suivez? Oui. Je disais, étant qu'un expert en urbanisme, quelles sont les propositions et les solutions que vous pouvez nous donner afin de résoudre ce problème? D'accord, voilà une question qui est très intéressante, parce que quand vous parlez d'urbanisme, moi mes sens s'éveillent parce que c'est ma passion. Je ne l'ai pas étudié juste pour accompagner les autres, je l'aime vraiment. Et en entrée de jeu, déjà, j'aimerais peut-être montrer rapidement une petite différence qui existe entre l'urbanisation et l'urbanisme, parce que c'est deux concepts un peu différents. L'urbanisation, je pense l'avoir dit un peu plus tôt, c'est ce mouvement-là, cette migration, ou le fait de vider les villages ou les zones rurales au profit des villes ou des zones urbaines. Donc, c'est la concentration des populations en zones urbaines. Mais l'urbanisme, quant à lui, l'urbanisme, c'est un art. Je l'ai dit plus tôt, c'est comme jouer de la musique. Nous harmonisons les populations dans le territoire. C'est pour cela, vous verrez que nous ne portons pas, c'est-à-dire nous sommes peu connus, parce qu'un urbaniste, c'est quelqu'un qui travaille un peu dans l'ombre. Vous vous rendrez simplement compte que, ben voilà, il y a un parc qui se crée à ce niveau ici. Voilà, il y a la ligne de Rea Vaya qui descend maintenant du côté Town Alexandra. Vous comprenez forcément pas pourquoi, mais nous sommes là pour harmoniser. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de personnes se déplaçaient dans ce sens, et le fait que toutes les populations allaient dans le même sens causait des embouteillages. Donc, nous amenons donc un système de transport en commun pour pouvoir facilement permettre que le maximum de personnes puissent se rendre à un point en même temps, et tout en maintenant donc la dynamique de la ville. Donc, c'est un peu ça la beauté de l'urbanisme, et j'encourage beaucoup de personnes qui me suivent, si vous n'avez pas encore fait votre choix par rapport à l'étude, pourquoi ne pas essayer Town and Regional Planning. Malheureusement, depuis que je suis aussi en Afrique du Sud, je connais juste 2 personnes qui ont étudié ça.
c'est pas beaucoup. Donc, venez et partageons cette passion ensemble. Pour revenir rapidement à votre question, vous avez parlé de 9%, 9 à 15%. Oui, oui, voilà. Donc, je dirais que c'est pas quelque chose à négliger. Parce que déjà, si le fret urbain représente 15% des véhicules en agglomération, c'est que cela n'est vraiment pas à négliger parce qu'il contribuerait donc au 1/4 des pollutions routières émises dans cette localité. Donc, si vous avez 15% de voitures ou de véhicules qui aident naturellement pour la marchandise, parce que c'est de ça qu'on parle, nous reconnaissons l'importance du fret urbain comme une composante importante de la dynamique économique dans nos villes. Nous ne pouvons donc pas omettre qu'il contribue énormément au bien-être des populations urbaines. Parce que si chaque matin, mademoiselle Nelly, quand vous vous réveillez au Pick n Pay à côté de la maison ou au spa, vous trouvez du pain, c'est parce que certainement dans la nuit ou très tôt le matin, quelqu'un a dû transporter ça depuis le factory où ça a été fabriqué vers éventuellement la boutique dans laquelle vous allez pour acheter le pain. Donc ces personnes-là travaillent et contribuent, nous aident tous, mais malheureusement, il n'est pas à négliger le fait que cela pollue énormément notre atmosphère. Et les gaz à effet de serre, c'est aujourd'hui maintenant un vieux discours parce que énormément de choses ont été faites dans ce sens. Je ne dis pas que nous avons terminé et que tout va bien, mais je pense que énormément de solutions ont été trouvées. Et je vais en citer quelques-unes. Et je pense que c'est dans ce contexte-là que nous, les urbanistes, nous accompagnons les entrepreneurs et ceux qui viennent avec de nouvelles idées. En Afrique du Sud, par exemple, il avait été lancé les e-toll. Je ne sais pas si vous connaissez les toll gates, Monsieur Mensa. Non, non. Non. Oui, donc ce sont ces barrières routières-là. Quand vous prenez peut-être la N1 ou en tout cas les grands axes routiers, vous remarquerez qu'il y a des barrières où vous devez payer de l'argent. Donc, c'est ce qu'on appelle des toll gates, ce sont des barrages routiers. Donc, voici un plan d'action qui a été émis pour éventuellement œuvrer dans la réduction des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que l'emplacement de ces barrières-là dissuade d'un tant soit peu les personnes qui vont en balade, les personnes qui utilisent les camions à leur fin personnelle ou les personnes qui n'ont pas vraiment une raison importante de se déplacer, mais polluent simplement la ville en allant à gauche et à droite. Du coup, vous savez que vous devez payer. Quand vous sortez, vous prenez les grands axes routiers, vous allez payer quelque chose. Et là, ça dissuade énormément de personnes et beaucoup sont réticents. Et aussi, l'argent que l'on récolte de par ces moyens-là permet également d'accentuer la recherche scientifique sur d'abord l'entretien de route, parce que j'aimerais préciser ceci. Il y a une mauvaise compréhension sur la pollution routière. Beaucoup se disent que oui, les voitures qui circulent et qui émettent, enfin, on parle de burning fuel, fuel, voilà. Donc, quand ces gaz sortent des tuyaux d'échappement et ça monte et ça détruit la couche d'ozone, oui, c'est vrai, mais ça représente le 1/3, je veux dire, de la pollution routière. La pollution routière vient, ou du moins les 2 autres tiers, viennent de vos pneus. C'est-à-dire que même si toutes les voitures du monde sont électriques et que désormais on ne met plus de gasoil, quand vous freinez et que vos pneus touchent le goudron, ce qui se passe là, ce contact-là émet également des gaz, ou du moins émet je cherche un terme un peu plus technique, mais du moins vous comprendrez que ça émet quelque chose, ou du moins des gaz qui détruisent également la couche d'ozone. Voilà. Donc, de même vos freins, quand vous freinez et vous vous rendrez compte que vos freins terminent
rapidement, il n'y a plus de frein, il faut changer de frein. Où sont donc partis tous ces freins-là? Donc, à chaque fois que vous avez freiné, il y a eu des gaz qui se sont échappés et tout cela contribue effectivement également à cette pollution. Donc, ce que nous, urbanistes, qu'est-ce que nous proposons, c'est de promouvoir le concept de compactness. Donc, ce concept-là, c'est un concept qui se veut de rapprocher les populations un peu plus. C'est-à-dire que nos transurban agents, donc les agents transurbains qui amèneront bien sûr les marchandises et le nécessaire, feront un déplacement vers une zone spécifique et de cette zone spécifique, les personnes autour pourront venir la chercher par moyen de bicyclette ou même en marchant. Donc, vous comprendrez que c'est un problème structurel de mon point de vue, d'un point de vue d'urbanisme. C'est possible de gérer cela d'un point de vue structurel. Donc, si nous mettons en exergue ce concept de compactness et que nous arrivons à rassembler les populations autour de zones commerciales, du coup, l'agent transurbain n'aura qu'à faire un voyage vers cette zone et non dans chaque carrefour et retourner. Du coup, on aura freiné un tant soit peu cette pollution-là au niveau de la zone spécifique. Également, pourquoi pas aussi soutenir Elon Musk. Elon Musk qui est le concepteur de Tesla, qui est la voiture révolutionnaire en termes d'électrique, voiture électrique. Donc, voiture électrique également est une solution. Si l'on change toutes ces voitures et si l'on change tous nos moyens de transport, donc on ne parle pas seulement de voitures, on parle également de train. Si ça peut, on peut se lancer beaucoup plus dans l'électricité, c'est plus que sûr que l'on réduirait un tant soit peu la pollution. Mais également, et plus important, les arbres. En Afrique du Sud, vous remarquerez qu'il y a des arbres presque partout dans chaque rue parce qu'ils ont compris très tôt l'importance d'avoir des arbres près des routes. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, les arbres, ces arbres que nous avons, aident énormément parce qu'ils sont capables de produire de l'oxygène et d'encaisser le dioxyde de carbone. Et donc, avec les photosynthèses qui se font, avec l'ombre qu'ils produisent et toutes ces choses, ça permet de réduire de manière conséquente la pollution routière. Donc, je pense que je vais peut-être m'arrêter avec ces 4 solutions. Juste rapidement rappeler les toll gates pour dissuader ceux qui veulent partir à gauche et à droite et polluer. Ensuite, promouvoir le compactness, ça c'est en termes d'urbanisme. Également, s'acheter des voitures électriques et surtout promouvoir le reboisement. Voilà. D'accord, merci beaucoup Monsieur Eliezer. Alors avant de donner la parole à Monsieur Audrey, il y a un téléspectateur qui a posé une question. C'est Monsieur Rosny Tati qui demande en fait comment faire pour améliorer le secteur urbain gabonais. Bien, c'est une très belle question et j'espère que j'ai des confrères urbanistes gabonais qui me suivront. Je veux donner mon point de vue rapide. Au Gabon, nous ne faisons pas de l'urbanisme jusque-là. Pourquoi? Parce que nous essayons de faire un rattrapage. Un rattrapage parce que malheureusement, nous avons été surpris par l'expansion de nos villes. Libreville a commencé et s'arrêtait au PK5 et peu à peu, nous sommes déjà à plus du PK13 et autres. Donc, la ville a grandi à une vitesse faramineuse que l'on ne s'est pas rendu compte. Et il faut préciser également que l'école du cadastre, qui forme d'excellents urbanistes, que je connais d'ailleurs, est très récente dans notre pays. Donc, jusqu'aux années 2005, nous n'avions pas d'urbanisme au Gabon. Donc, c'est une école qui s'est créée bien après et c'est récemment que nous commençons à avoir des ingénieurs, des techniciens et qui malheureusement ne sont pas appréciés à leur juste valeur. Malheureusement, au Gabon, jusqu'à aujourd'hui, tout ce que l'on fait, c'est de la régularisation foncière.
Parce qu'il faut que je vous le dise, au Gabon, on n'a pas de titres fonciers. C'est malheureux, mais c'est la réalité. Si l'on compte le nombre de maisons, de résidences qui existent et le nombre de titres fonciers qui est délivré, je ne veux pas porter à tort nos institutions gabonaises, l'ANUTTC en l'occurrence, mais l'écart est grand. Donc, comment peut-on urbaniser une ville qui n'a pas de propriétaire? Parce qu'un titre foncier, d'abord, c'est le droit à la propriété. Donc, voici d'abord le premier chemin pour répondre à M. Rosny Tati. Il faut que l'on en termine et de manière finale avec ce problème de titres fonciers au Gabon. Donnons les titres fonciers aux Gabonais. Une fois que quelqu'un a son titre foncier, il est conscient que c'est mon terrain, j'ai des droits et il regarde. Parce qu'un titre foncier, il ne vient pas seulement pour vous dire que vous êtes propriétaire de ce terrain. Il vient également vous dire que désormais, vous avez interdiction de faire ceci, de faire cela, de faire ceci, de faire cela. C'est comme ça que ça fonctionne ici en Afrique du Sud. Pour nous qui travaillons de ce côté ici, il y a des applications que nous faisons donc en termes de régularisation que l'on appelle Removal of Restrictions. Donc, parce qu'un titre foncier vient avec des restrictions en termes de développement. Et vous devez donc vous rassurer que vous ne passez pas outre ces restrictions-là. Et donc, si l'on peut faire ça au Gabon, donner des restrictions, vous vous rendrez compte que beaucoup de personnes commenceront à prendre au sérieux le devant de leur maison et éventuellement l'arrière et autres. Et à partir de là, maintenant, on peut commencer à proposer. Parce que moi, je suis pas pour ceux qui pensent qu'il faudrait créer une nouvelle ville, déplacer les gens, les amener à vivre dans cette nouvelle ville. Moi, personnellement, j'ai travaillé sur un projet ici en Afrique du Sud d'Alexandra, où on souhaitait délocaliser les populations d'Alexandra parce qu'ils étaient trop proches de la rivière Jaski, ici à Alexandra, et qu'il fallait que l'on puisse réhabiliter cet endroit, mais les populations ont refusé de partir. Pourquoi? Parce qu'à la terre s'attache également de l'émotion. Papa a vécu là, maman a vécu là, bon, moi je vais partir, est-ce que... Donc, tout ceci, il faut travailler avec les populations, pour les populations. Donc, et rapidement, pour terminer avec la question de M. Rosny, comme je l'ai dit. Oui. Ne pensez-vous pas que du fait que Libreville est un peu saturé, il va falloir un peu essayer de déplacer la ville? Parce que quand on regarde Libreville, c'est un peu saturé, et c'est-à-dire que pour essayer de développer ou bien essayer d'améliorer, ça va être un peu très difficile pour les politiques, en fait. Ou bien pour les urbanistes comme vous, de pouvoir essayer de modifier un peu l'hypothèse. Oui, le problème c'est ça, c'est une mauvaise conception des choses. Qui construit la ville ou qui planifie, qui aménage la ville? C'est pas l'urbaniste, c'est pas l'État, c'est l'individu, c'est vous et moi. Vous avez payé votre terrain à Kanda et vous décidez de construire une maison en planche, près d'une maison en dur. Et vous décidez de faire à votre guise et de creuser une fosse septique devant la maison. Vous comprenez bien que personne n'a le droit de vous dire quoi que ce soit parce que vous êtes sur votre terrain. D'accord. Voici d'où vient l'amalgame. Si les personnes deviennent plus responsables, oui. Oui, en fait, il y a une question pour Monsieur Audrey, Mariana Lisso, qui demande, en termes de transport au Gabon, peut-on dire qu'il est un secteur rentable et développé? Ok, d'accord. Mariana, ok, si on prend le contexte du transport au Gabon, il est rentable, mais pas assez comparé à celui de l'Afrique du Sud, par exemple. Disons, par exemple, ici, si on parle de transport ici, les transports fonctionnent plus en bus, c'est-à-dire, et ils ont des longues distances, totalement différents un peu du Gabon, où le transport, c'est peut-être 200, 300. Ici, à la limite, le plus bas transport, le plus bas trafic, par exemple, si tu as pris un taxi, c'est, disons, l'Iran, à peu près 500. Donc, à la limite, si on essaye de calculer, au Gabon, le transport, il est rentable. Il est vraiment rentable.
Maintenant, si on parle un peu développé, je ne crois pas. Parce que si on regarde un peu ici en Afrique du Sud, par exemple, quand tu es à la station, quand tu es à la gare, au moment de charger, si vous êtes un ou deux, ça se suit. Et si vous êtes plusieurs, on forme déjà une ligne. Ce qui fait en sorte qu'ils sont déjà très organisés ici en Afrique du Sud. Au Gabon, ce n'est pas encore développé parce qu'il n'y a pas un suivi. Tout le monde essaye un peu de faire ce qu'il veut en matière de transport. Donc, il est rentable, mais pas assez développé. Il y a plusieurs choses qu'il va falloir améliorer au niveau du transport au Gabon. C'est un peu ça. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Audry. Alors, rappelez rapidement que les inscriptions dans les universités pour l'année prochaine sont ouvertes jusqu'au mois de septembre. Alors, tout étudiant désireux d'avoir des informations ou qui voudrait être assisté par rapport à cela peut simplement se rapprocher de l'association des étudiants gabonais de Johannesburg. Aussi, nous rappelons que VFS a réouvert ses portes et que pour les étudiants de l'école de langue, des cours sont disponibles en ligne sur le site Zoom. Voilà, merci beaucoup. Alors, Monsieur Audry, vous avez peut-être encore une question pour Monsieur Eliezer. Monsieur Eliezer, ma dernière question est la suivante. Selon vous, quels sont les grands défis auxquels les ingénieurs civils, selon vous, quels sont les problèmes que les ingénieurs civils rencontrent avec ceux de transportation, avec ceux qui font dans le domaine des transports? Bien, je vais essayer vraiment d'être bref. On me signale que je suis trop long dans mes explications. Je tiens à m'excuser par rapport à cela. On peut sentir de la passion quand vous parlez. Voilà. Donc, les ingénieurs civils et ceux dans le domaine des transports, naturellement, il y a un lien d'ailleurs très étroit dans la mesure où l'un exécute et l'autre manage, si je peux le dire ainsi. Donc, voici un peu la relation étroite qu'il y a entre eux. Mais au-delà de cela, il y a ceux qui conçoivent. Donc les urbanistes qui sont là également sur ce puzzle. Et donc, les soucis que vont rencontrer les ingénieurs civils seront naturellement en relation avec les urbanistes dans la mesure où eux, les ingénieurs civils, exécutent des plans qui leur sont donnés. Donc, ces plans, ils devront, du moins le challenge, comme on dit, défier ces plans avec ceux qui leur procurent. Et ensuite, ceux des transports vont devoir donc implémenter ou du moins agir sur la base de ce qui serait fait. Donc, voici un peu la relation que moi je vois entre les ingénieurs civils et ceux des transports, reliés bien sûr avec l'urbanisme. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Eliezer. Alors, pour ceux-là qui viennent juste de nous rejoindre, vous êtes bel et bien sur le Gabonese Diaspora Show of South Africa, qui est une plateforme créée pour assister les étudiants gabonais en Afrique du Sud. Il contribue aussi à l'orientation des élèves de classe de terminale et valorise nos compatriotes professionnels exerçant sur le territoire sud-africain. Alors, il y a une question pour Monsieur Audry de la part de Karl Basto qui demande: le secteur du transport est à 80% dans l'informel. Quelle stratégie pour formaliser ce secteur? La meilleure des stratégies, c'est peut-être d'utiliser celle ici en Afrique du Sud. Ici, en Afrique du Sud, le domaine des transports est spécialement, on peut dire, taxi, est plus regroupé en associations et selon les secteurs, par exemple. C'est-à-dire, on va prendre l'exemple, par exemple, du Gabon. Par exemple, si on commence, disons, à droite jusqu'au Vendo, il y a une association et ces taxis-là sont censés aller uniquement là-bas. Donc, je pense que si il faut vraiment formaliser ce problème-là, il va falloir que les taxis se regroupent en association et de telle sorte que il y aura quand même un petit suivi.
comme par exemple ici en Afrique du Sud. Bon, je pense que c'est plus allant en association et en groupe et permettre aussi à ce que les mairies aient aussi un œil sur la gestion des la gestion des taxis, c'est-à-dire dans chaque arrondissement et dans chaque secteur. C'est un peu ça. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Eliezer. Monsieur Audry. Juste un instant. Ah, pardon, Monsieur Audry. Juste un instant, le temps de retrouver en fait les annonces avant justement la fin. Alors, je tiens également à rappeler aux uns et aux autres qu'une bibliothèque a été mise en place pour les étudiants. Ceux qui ont des livres qu'ils n'utilisent plus peuvent bel et bien se rapprocher de l'association et pourquoi pas en faire un don. Et aussi un tournoi de FIFA 20 en ligne à partir du 8 août. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore une question pour Monsieur Eliezer. Monsieur Audry? Non, j'en ai plus. D'accord. Au niveau du public, alors il y a Chrislin Montberry qui demande à Monsieur Eliezer Goma quelles sont les activités qui impactent le plus notre environnement. D'accord, les activités qui impactent le plus notre environnement. Je suis en train de réfléchir dans quel angle considérer cette question parce que naturellement, j'ai envie de dire presque tout ce que nous faisons aujourd'hui impacte notre environnement d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire les véhicules que nous utilisons impactent notre environnement, les maisons que nous construisons impactent notre environnement. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, on parle d'un concept qu'on appelle green concept, donc un concept vert, dans la mesure où l'on devrait beaucoup plus maintenant s'appesantir sur tout ce qui est énergie renouvelable. Parce que l'électricité que l'on utilise, malheureusement, détruit notre environnement, vraiment presque tout. Donc, au jour d'aujourd'hui, il est question de revoir la manière dont nous fonctionnons en tant qu'humains si l'on veut éventuellement vivre longtemps sur la Terre, du moins nos enfants et nos petits-enfants. Donc, les activités qui nuisent, je veux dire, c'est presque tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revoir la manière dont nous fonctionnons, dont nous produisons, dont nous agissons, dont nous vivons en général pour éventuellement adopter un concept vert. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Eliezer. Alors, une question pour Monsieur Eliezer et Monsieur Audry de Marina Lissot qui aimerait savoir, vous êtes urbaniste, quels sont les caractères ou les points forts qu'un bon urbaniste doit avoir? Wow. La question est adressée à vous deux en fait. Je peux commencer ou commencer? Bien sûr. Bon, en tant qu'un bon urbaniste, c'est de savoir d'abord vivre en société avec les autres. Ne pas comment dire, être un urbaniste, c'est quelqu'un qui sait vivre en société avec les autres, ne pas nuire à autrui et savoir respecter les règles et vivre, c'est-à-dire, bon, en grand terme, je veux juste dire vivre en société avec tout le monde, ne pas juste être au-dessus de la loi. Yeah, absolument. Je vais venir juste renchérir effectivement ce que Audrey vient de dire parce que il est très vrai qu'un urbaniste doit connaître le droit. Un urbaniste doit s'appuyer sur la loi parce que nous vivons dans une société ou dans le monde qui est régi par des lois. Et si quelqu'un se sent au-dessus de la loi, malheureusement, il ne peut pas exercer en tant qu'urbaniste parce que nous n'aménageons pas pour nous-mêmes. Nous avons un concept, nous aménageons pour le peuple, avec le peuple.
Donc, je ne peux pas venir vous dire que désormais, et là, je vais juste peut-être une petite anecdote. Une fois, je suis arrivé au Gabon et nous devrions travailler sur un projet avec l'ancien ministre de l'urbanisme. On avait un projet convenu avec les Sud-Africains et nous proposions des maisons de logements sociaux. Et là, selon le concept de notre planification, de notre design, nous avions décidé qu'il y aurait des débarras dans les maisons, qu'il y aurait des débarras et que derrière, il y aurait juste des vérandas. Et alors, quand nous sommes arrivés au Gabon et que nous avons proposé cela aux autorités et tout, ils nous ont demandé, mais où est le lavabo qu'on lave les habits derrière la maison. On leur a dit non, on a prévu un endroit où il y aura la machine à laver. Non, ils nous ont dit non. Au Gabon, il n'y a pas de machine à laver. Maman doit partir derrière la maison et laver au lavabo. Donc, enlevez la pièce que vous avez prévue pour la machine à laver et s'il vous plaît, mettez-nous un lavabo derrière les maisons. C'est ce que les Gabonais veulent. Donc, c'est pour vous dire un peu qu'il faut savoir s'adapter également au milieu où vous êtes. Donc, un bon urbaniste, c'est quelqu'un qui sait s'adapter, qui comprend éventuellement le droit et qui est également créatif. Il faut créer, il faut diversifier, il ne faut pas avoir un seul point de vue, il faut rechercher et toujours améliorer. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Eliezer et Monsieur Audrey également. Alors, pour ce 4e numéro du Gabonese Diaspora Show, il y a une petite nouveauté qui n'est autre qu'un débat entre les invités, bien évidemment. Et le débat sera sur quels sont les avantages et les inconvénients du secteur urbain gabonais. Bien. Ça, c'est un débat entre vous, Monsieur Eliezer, et Monsieur Audrey. Les avantages et les inconvénients du secteur urbain. Oui. Et je vous donne la parole en premier. Ok, pour moi, les avantages qu'il y a avec le secteur urbain gabonais, c'est que on est un secteur qui facilite un peu les populations à se déplacer, surtout dans certains secteurs, c'est-à-dire ceux qui sont un peu plus en ville, un peu dans les quartiers un peu plus, disons, résidentiels, un peu chic. Ils ont une facilité à se déplacer, ils ont une accessibilité à avoir des produits très rapidement. Maintenant, quand on rentre dans les inconvénients de ce problème, c'est que le plus souvent, les populations qui sont un peu dans les zones reculées ont une accessibilité assez difficile pour pouvoir se produire. Par exemple, si on regarde dans le secteur urbain gabonais, disons ceux qui sont un peu dans les quartiers comme Akébé, ou bien Zayan, ou bien dans les Matiti, en braquette, ils sont un peu difficiles pour eux de pouvoir se déplacer. Ou, par exemple, parfois, quelqu'un qui a sa marchandise, qui a acheté, par exemple, ses groceries, quand il achète ça, il a une difficulté pour accéder à sa maison. Donc, il y a un peu plus d'inconvénients que des avantages au niveau du secteur urbain gabonais. C'est un peu ça. D'accord, vous avez parlé tout de suite donc d'un point surtout sur la fluidité, si je peux le dire ainsi, donc la mobilité qui, d'après vous, est plus ou moins bien au niveau de Libreville parce que on peut facilement accéder à certaines zones. Moi, je rebondis là-dessus en vous parlant de l'un des problèmes phares que l'on rencontre dans les zones urbaines, en particulier à Libreville, le problème d'embouteillage. D'après vous, il est dû à quoi? Parce que ça prendrait à un individu qui quitterait le PK12. Encore là, c'est à la vieille époque, mais maintenant, avec les grandes voies de ce niveau, ça va mieux. Mais pour quelqu'un qui quitterait Akébé pour Awenje, c'est une petite voie, il y a toujours l'embouteillage à ce niveau. À quoi est dû cela? Le problème parfois est dû peut-être au niveau des routes. On n'a pas assez les grandes routes, disons comme ici par exemple en Afrique du Sud. Et le second problème, c'est parce que le Gabon est construit où parfois le plus souvent
c'est un peu ligne droite. Pas un peu comme en Afrique du Sud où il y a plusieurs ruelles, où tu peux essayer un peu de fuir les embouteillages, ou bien il y a plusieurs endroits, il y a plusieurs routes pour accéder à un seul endroit, à un endroit précis par exemple. Ce qui fait en sorte qu'il est parfois très difficile de se déplacer par exemple à Libreville à des heures de pointe par exemple. C'est-à-dire si quelqu'un veut par exemple aller en ville, disons en Bolo, il revient d'Ovendo, il y a peut-être 2 ou 3 routes. Alors qu'ici en Afrique du Sud, quelqu'un qui veut par exemple aller à Santon ou bien à Braamfontein, il y a plusieurs routes pour arriver là-bas. Donc c'est un peu ça le problème. Parce que le problème des routes et l'accessibilité est très difficile. C'est un peu ça. Et parfois c'est un peu au niveau de la construction et comment le pays est un peu construit. C'est un peu ça le problème. D'accord. Donc, de mon point de vue, déjà, je suis en désaccord avec le fait qu'il faille peut-être avoir de grandes voies pour améliorer le flux routier au niveau du Gabon, parce que voici un peu ma conception à ce sujet. Plus de routes veut simplement dire plus de voitures. Et plus de voitures veut simplement dire embouteillage une fois de plus. L'autre solution aurait peut-être été les feux de signalisation, mais qui malheureusement, au niveau du Gabon, sont positionnés de telle en sorte que c'est systématique. Si on donne 5 secondes à ceux d'à gauche, 5 secondes à ceux d'à droite, comme par exemple, parfois, ceux de droite sont plus nombreux que ceux de gauche. Donc, ça ne regarde pas un peu, ça ne tient pas compte de tous ces facteurs-là. Donc, là aussi, les feux de signalisation échouent. La meilleure solution, c'est peut-être les policiers, parce qu'eux, au moins, ils peuvent voir que ceux-là doivent passer en premier, les autres doivent passer en premier. Mais là encore, quand ils sont pas contents et qu'ils sont fâchés, ils sont distraits, ou je sais pas quel est leur problème, ils ne font qu'à leur guise. Et malheureusement, on retrouve encore des embouteillages, on retrouve encore toutes ces choses. Et je vais peut-être pas donner la solution de mon point de vue au problème d'embouteillage parce que j'ai un point de vue là à ce niveau. Mais pour revenir rapidement à la question du débat, donc les avantages pour moi en ce qui concerne le secteur urbain du Gabon, c'est surtout le fait que les Gabonais ont accès aux terres. Je ne crois pas à ceux qui disent qu'il n'y a plus de terrain au Gabon. C'est quand même 20% de nos terres au Gabon qui sont disponibles et 80% qui restent encore une forêt vierge. Donc, il y a la terre au Gabon, pas comme en Afrique du Sud, parce que ici, déjà, avec le passé qu'ils ont eu au niveau de l'apartheid et tout, les grands terrains appartiennent aux barons, aux blancs, si je peux le dire ainsi. Et donc, il y a une difficulté à ce niveau. Au Gabon, encore, il est possible d'avoir les terres ancestrales et il est possible encore de se battre et d'avoir un terrain à un coût plus ou moins favorable, surtout quand l'on ne cherche pas forcément au niveau du bord de mer, parce que le pays est grand, la ville est grande, il faut aller dans les PK, il faut aller en province. Donc voici un peu pour moi les avantages. Maintenant, les inconvénients de ce secteur de l'urbanisation au Gabon, c'est surtout la méconnaissance des urbanistes. Et je tiens à impliquer ça parce que je suis moi-même urbaniste et naturellement, je compte finir mes jours au Gabon et exercer là. Mais dernièrement, pour avoir été l'urbaniste au Gabon, fait le travail d'un topographe. Il fait des levées topographiques. Il fait des régularisations foncières. Ce qui n'est rien, ce qui n'est pas notre formation. Nous sommes des penseurs de la ville. Nous sommes des créateurs urbains, d'aménagement. Nous sommes des inventeurs. Nous avons des talents qui ne sont pas mis à bon escient. Pourquoi? Parce que nos gouvernements, malheureusement, ne comprennent pas. Je prends l'exemple direct. Aujourd'hui, à la tête du ministère de l'Urbanisme au Gabon, c'est une personne, un ingénieur en génie civil. Bon, le génie civil, comme on l'a démontré tout à l'heure, est très différent de l'urbanisme dans la mesure où quelqu'un qui fait le génie civil est quelqu'un de droit, mathématicien, c'est quelqu'un qui agit sur le coup. Un urbaniste, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui évoque des choses, c'est quelqu'un qui crée. Donc, comment va-t-on demander à quelqu'un qui est direct de diriger des personnes qui créent? Et forcément, il ne sera pas toujours d'accord avec ce qui vient. Donc, voici un peu l'inconvénient de ce secteur-là, le fait que notre formation au niveau du Gabon n'est pas valorisée comme il se doit. Et je vais peut-être fermer la parenthèse là-dessus en disant que aujourd'hui, gloire à Dieu, il y a un mouvement d'urbanisme, d'urbanistes, qui se crée au niveau du Gabon. Donc, une association qui s'appelle l'Association des urbanistes du Gabon. Vous pouvez retrouver ça sur Facebook.
Et là, les urbanistes du Gabon se sont enfin réveillés et ont décidé donc de démontrer de quoi ils sont capables, de par des workshops, de par des ateliers de formation, de par des campagnes de sensibilisation, pour enfin faire savoir aux Gabonais lambda qui est à Québec que, cher ami, nous pouvons t'aider à améliorer ta condition de vie ou du moins ton environnement. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Merci à vous pour ces explications. Alors, le Gabonese Diaspora Show tire allègrement à sa fin. Peut-être un mot de fin pour vous, Monsieur Eliezer. Bien, comme mot de fin, une fois de plus, je remercie cette plateforme qui me permet de m'exprimer. Dire également que j'appelle à tous ceux qui nous regardent et qui se posent des questions sur l'urbanisme, l'urbaniste, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que l'on fait. N'hésitez pas de me contacter, de rentrer en contact avec moi d'une manière ou d'une autre sur Facebook et je vous donnerai des informations plus amples à ce sujet. Parce que je pense encore une fois de plus que le Gabon a besoin de beaucoup plus d'urbanistes pour se développer et l'Afrique du Sud également parce que le monde entier devient un monde urbain. Plus personne ne vit dans les villages. Merci. D'accord, merci. Et vous, Monsieur Audry? Tout d'abord, je vais remercier Gabonese Show Diaspora. Il m'aura donné l'opportunité d'être avec vous ce soir et d'être un peu en confrontation avec M. Eliezer. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. Et on remercie aussi ceux qui étaient en live, ceux qui sont en direct avec nous. Et d'accord. Je vous vois à la prochaine. D'accord. Merci à tous d'avoir répondu présent une nouvelle fois pour ce 4e numéro. Je tiens également à remercier l'équipe de la technique, Monsieur Tati Atouma, directeur technique, et Monsieur Osni Mensa, sans oublier Monsieur Marty Mambo. Alors, n'oubliez surtout pas de partager le lien, ça pourra aider plus d'un. Et pour la semaine prochaine, le thème, ou du moins la filière qui sera mise en avant, est le business management, avec pour invité spécial Monsieur Eliezer. Vous pouvez peut-être m'aider par rapport à ça, l'invité spécial. Monsieur Lionel Ambélé. D'accord, merci beaucoup. Respectez surtout les mesures barrières et portez-vous bien.